Donc, nous allons passer à une présentation d'un label fournisseur qui a été initié par la médiation, sous l'égide du ministère de l'économie, la médiation des entreprises et de la commande publique. Bon, je vais faire un storytelling. Hein. Je vais croire que Johan Payette a découvert ce label en venant dans les travaux du groupe de travail. Et ils ont fait prospérer l'idée, mais de manière très sérieuse. C'est donc un établissement, avec le statut que tu présenteras mieux que moi, qui aujourd'hui a reçu, c'est le premier établissement d'outre-mer certainement, qui a reçu ce label. Donc Johan, je ne sais pas comment c'est prévu, Claude. Johan s'exprime, voilà. C'est à toi la parole. Bonjour à tous. Au-delà d'une présentation, c'est plutôt un témoignage de l'expérience que nous avons vécue, puisque la médiation des entreprises a délégué sur place une personne qui sera plus à même que moi d'en faire une présentation technique. Le label Relations fournisseurs et achats responsables, RFAR, donc ça peut paraître un peu abscon, mais il désigne bien derrière tout ça l'idée d'une relation équilibrée avec le fournisseur et d'un achat conclu sous l'angle de la responsabilité sociétale. Ce label vise donc à distinguer les entreprises françaises qui feront preuve d'une relation durable et équilibrée avec ses fournisseurs. C'est le premier label remis par les pouvoirs publics et il est attribué pour une période de 3 ans. Le premier labellisé l'a été en 2012 par le Conseil national des achats, association d'acheteurs, et la médiation des entreprises, service public porté par le ministère des Finances. Aujourd'hui, il y a à peu près 66 labellisés et on peut compter dans leur rang aussi bien des entreprises privées que des collectivités, autant des grandes entreprises que des PME. À titre d'exemple, en plus de l'aéroport de La Réunion, il y a l'aéroport de Paris, mais il y a aussi des sociétés telles qu'EDF, SNCF, mais vous l'avez cité tout à l'heure, le Conseil départemental des Hauts-de-Seine. Je précise que ce label est adossé à une certification ISO, donc le labellisé est de facto certifié ISO 20400 quand la décision d'attribution est validée. Pour ce qui est de l'aéroport de La Réunion, la motivation de la recherche de ce label a été vraiment en conscience totale de son rôle sur le territoire. C'est la porte d'entrée de La Réunion et c'est aussi un acteur éminemment visible. Et de ce fait, en cohérence avec ses engagements, sur le SBA notamment, puisque l'aéroport participe aux travaux de l'association SBA depuis 2018, et en cohérence aussi avec la synergie impulsée par le HCCP concernant l'animation et le développement de l'écosystème. Donc voilà le fondement de notre motivation à aller briguer ce label. Et par ailleurs, nous avons aussi une certaine culture de la certification, puisque la société était jusque-là triplement certifiée ISO. Concernant le process, la démarche a duré véritablement à peu près 1 an. Elle a commencé début 2021 et elle a nécessité l'association étroite de toutes les instances de l'entreprise. L'aéroport, pour précision, est une entreprise privée, mais du fait de son actionnariat 100% public, soumis aux règles de passation de la commande publique. Donc il a fallu associer nos actionnaires, mais aussi notre gouvernance interne, et le premier acteur de tout ça, ses propres effectifs. Ça a été là tout l'enjeu. Donc ça passe par la signature d'une charte, puisque la médiation des entreprises met à disposition de tous les volontaires la possibilité de signer une charte qui est signée unilatéralement et qui reprend peu ou prou les mêmes engagements que ceux qu'on retrouve dans le label. Ça passe ensuite par une étape d'audit, de labellisation, et puis ce label étant décerné pour 3 ans, un audit de renouvellement qui se tient annuellement. Le label est articulé autour de 5 domaines, déclinés eux-mêmes en 15 critères et toujours appréciés selon 3 axes, à savoir s'engager explicitement, donc l'engagement explicite de la structure, de l'entité est analysé et apprécié, la pratique systématique de ces engagements et le pilotage effectif de la démarche. Donc sur ces 15 critères, on retrouve environ une douzaine de questions majeures, dont certaines sont éliminatoires, entre guillemets. Et ces critères tournent autour de, dans le premier domaine, sur l'engagement de la gouvernance dans une organisation de démarche achat responsable. Ça va traiter de la politique, de l'alignement de la politique achat et de la stratégie de l'entreprise ou de la structure, puisque, encore une fois, ça n'est pas réservé qu'aux entreprises.
l'approche et le management du risque. Et bien entendu, et là, pour le coup, c'est un label qui parlera à chacune de nos collectivités, puisqu'elle reprend quand même les fondements d'un certain nombre d'engagements et d'obligations que le Code de la commande publique nous impose, à savoir la prévention de la corruption, la probité et la déontologie. Le deuxième domaine concerne les conditions de la qualité de la relation entre le fournisseur et l'acheteur, entre l'acheteur, son fournisseur et ses sous-traitants. Il s'agit là de notions que l'on aborde très régulièrement dans le cadre de nos travaux sur le SBA, mais aussi dans le cadre des travaux menés par le HCCP, à savoir la professionnalisation de la fonction, et on rejoint les mots du préfet tout à l'heure, le pilotage des relations fournisseurs avec le développement de la médiation, privilégier la médiation plutôt que le recours ou le contentieux, et la capitalisation sur le retour d'expérience, à savoir que l'écoute de la voix du fournisseur est un axe majeur aussi de ce label. Le troisième domaine se place plutôt dans le respect des intérêts des fournisseurs et de ses sous-traitants. Et le premier d'entre eux vise à vérifier l'équité financière. Et là, le premier élément qui est analysé, c'est le respect des délais de paiement. Donc là, c'est une notion qui parlera à chacun de mes collègues ici, puisque le respect strict des délais de paiement est un axe éliminatoire, pour le coup. Mais on peut aussi aborder des questions telles que le paiement fournisseur anticipé. Dans ce troisième domaine, il y a aussi la promotion des relations durables et équilibrées. Et là, on parle de questions de dépendance fournisseur. C'est une question qui est éminemment importante dans le cas où, justement, le fournisseur réalise une part de son chiffre d'affaires trop grande auprès d'un seul et unique client. Et on peut aussi parler de clausiers qui limitent au maximum le pouvoir de modification unilatérale de l'acheteur. Alors là, c'est peut-être plus un enjeu, plus un challenge pour la part des acheteurs publics, puisque par définition, le marché public est un marché avec des pouvoirs de modification unilatérale de la puissance publique. Le troisième axe de ce domaine, du respect des intérêts des fournisseurs et des sous-traitants, consiste à travailler sur l'égalité de traitement entre les fournisseurs. Et là, on rejoint totalement nos habitudes et même nos obligations intrinsèques en tant que praticien de la commande publique, à savoir l'égalité de traitement, mais aussi la transparence des procédures et l'information la plus lisible possible de tous les éléments que nous allons prendre en compte pour passer nos contrats. Le quatrième domaine concerne l'intégration de la responsabilité sociétale dans l'acte d'achat. Et on va parler aussi bien de pratiques de sourcing responsable. Comment arrive-t-on à faire un sourcing en préservant nos obligations de probité et d'intégrité, en ne dénaturant pas la relation avec le fournisseur potentiel. Et je pense qu'un outil tel qu'on nous l'a présenté à Proche aujourd'hui est un outil qui permet aussi de dépassionner cette relation qui peut paraître problématique parfois. L'intégration des spécifications RSE dans les cahiers des charges et l'intégration de la performance RSE des entreprises, des fournisseurs lorsqu'ils se présentent. Et enfin, le dernier domaine, et qui n'est pas des moindres, c'est l'impact des achats sur la compétitivité économique de l'écosystème. Et là, on rejoint encore une fois l'un des triptyques qui ont été annoncés au début de cette séance, à savoir la territorialisation de l'achat, mais aussi l'appréciation de l'achat selon l'analyse du coût du cycle de vie du produit. Donc voilà autant d'éléments qui ont été analysés et qui sont pris en compte dans l'appréciation que les auditeurs feront de ce label. Je précise qu'il n'y a pas d'auditeurs agréés par la médiation des entreprises localement à La Réunion. Il a fallu aller les chercher. Donc un petit appel si certains peuvent se sentir intéressés, mais en tout cas, il y a un potentiel développement là-dessus. Donc il a fallu pour l'aéroport travailler très en amont, notamment sur sa politique achat, et expliquer et la rendre la plus lisible possible, mais aussi du point de vue de la redevabilité, de la rendre publique. Donc aujourd'hui, notre politique achat est présente sur notre site internet, elle est consultable par n'importe qui. Il a fallu travailler aussi sur la désignation d'un médiateur interne, puisque le métier de médiateur est un métier particulier. Alors il ne s'agit pas d'une médiation au sens juridique du terme, mais bien de mettre à disposition des entreprises une personne ressource qui puisse être en dehors des parties concernées, le prescripteur et son acheteur, et qui puisse quand même faire partie des effectifs de la société. Tout ça dans l'objectif de désamorcer les conflits avant qu'ils n'apparaissent. Et quand ils apparaissent, d'essayer d'en trouver une issue conciliée, on va dire.
L'autre élément, et ça a été peut-être l'élément le plus complexe à mener, même si ça semble aller de soi, c'est le travail sur le délai de paiement. Le travail sur le délai de paiement est un travail qui doit associer l'intégralité de la chaîne d'instruction des factures et des paiements. Et l'aéroport, par les textes, est soumis à un délai de paiement de 60 jours, mais s'engage systématiquement dans ses contrats à payer à 30 jours. Ces 30 jours, quand on est sur un certain nombre d'opérations qui font intervenir plusieurs opérateurs, pour un projet de construction, un maître d'œuvre, un AMO, implique de découper ce délai de paiement et de le travailler au plus juste. Voilà. L'autre élément, et ça va être le dernier mot, il implique aussi de montrer aux labellisateurs un plan d'action étayé, travaillé, réaliste, mesurable, et ce plan d'action, le fixer dans un angle d'analyse et de pilotage qui fasse l'objet de rendez-vous réguliers avec les instances de gouvernance de l'entreprise. Merci, M. Payette. Avant de questionner, je fais le miroir de la question que m'a posée le préfet la semaine dernière, mais s'il n'y avait pas eu le HCCP, qu'est-ce qui aurait changé? Qu'est-ce qui a changé, en quelques mots, hein, entre le fait de s'être mis en mouvement sur ce label et de l'avoir eu? Bon, c'est bien, mais vraiment, hein, qu'est-ce que ça a changé au-delà de la fierté légitime de l'avoir eu, hein, mais qu'est-ce que ça a changé dans les pratiques? Pour nos pratiques, ce qui a changé réellement, nous étions très focalisés sur la partie amont, justement, et la lisibilité, la visibilité de nos affaires, la facilité d'accès des entreprises à notre commande. Ce que ce label amène de plus, c'est le travail sur la relation avec le fournisseur une fois que le contrat a été signé. Et comment on le conduit dans notre relation économique, aller au bout de la prestation avec un gain réciproque pour chacune des structures. Le fournisseur doit avoir ses intérêts préservés, mais aussi par l'action de l'acheteur. Donc ça a vraiment changé les choses. Et l'autre élément fondateur, mais qui peut être sous-jacent et peut-être une porte ouverte enfoncée, mais c'est bien l'association de toutes les forces vives de l'entreprise, de la structure, pour y parvenir. Sans association de la gouvernance, du politique, du côté politique des choses, les choses ne se font pas. Mais sans l'association et la conviction des services internes, des prescripteurs, on se rend bien compte que l'exercice atteint ses limites, puisque là aussi, respecter le délai de paiement, c'est une surveillance de toutes les semaines, de tous les mois. Et ça implique de mettre le doigt sur chacune des factures, quasiment, pour que ce délai de paiement soit respecté et que le process ne perde pas 3 jours ou une semaine parce qu'il y a un doute sur comment traiter tel élément. S'il y a un litige sur une facture, on sait le traiter. Pour le coup, il ne faut pas que la facture reste bloquée parce qu'on s'interroge sur comment la traiter. Y a-t-il des questions après ce témoignage? Raphaël? Une petite question. Et puis, oui, des personnes à distance donc, aussi, si j'ai bien compris, il y a un plan d'achat socialement responsable, un plan d'action à déterminer chaque année. Quelle différence avec le SPASER? Et est-ce qu'un SPASER pourrait faire lieu de plan d'action vous pouvez développer SPASER RFAR pour les non-sachants? Donc le schéma de promotion des achats socialement et environnementalement responsables. La petite nuance qu'on pourrait trouver, mais il s'agit globalement de la même démarche. Dans le SPASER, on voit bien les aspects sociaux, donc on pense bien insertion sociale, on pense bien préservation de l'environnement. Il y a aussi le rôle que l'acheteur a dans la pérennité des entreprises qui travaillent pour lui. Et c'est bien de ça dont il s'agit. D'autres questions? Non, juste un grand merci parce que je dirais, on a consacré cette labellisation au sein du conseil de surveillance il y a peu. Comme vous avez dit, c'est une aventure collective, un engagement collectif qui a fait la fierté de la gouvernance, mais pas que, a également des représentants des personnels. Voilà. Donc c'est vraiment, ça peut paraître longtemps, mais c'est vraiment un grand progrès. Moi, je suis content que l'aéroport Roland-Garros soit engagé dans cette labellisation, travailler avec le Grand Port Maritime pour emboîter le pas. Voilà, ça fait de grandes entreprises qui sont connues par l'ensemble des Réunionnaises et des Réunionnais,
je dirais ici, qui sont engagés, c'est vraiment les engagements, je parlais tout à l'heure de transparence, de responsabilité, voilà, qui sont pris en compte dans le cadre de cette labellisation. Les choses sont claires, on a souvent on peut critiquer parfois les donneurs d'ordre, enfin je cherchais les collectivités ou les services de l'État, je dirais au moment où on lance des marchés. Là, je crois qu'on est vraiment sur un engagement de transparence, de lisibilité, de relation, je dirais, avec l'entreprise qui a été retenue. C'est un changement complet de vie dans l'entreprise. Donc vraiment bravo, je pense que c'est important et qu'il fallait qu'il y ait... Alors ça ne va pas se faire, tout le monde ne va pas s'engager dans cette labellisation, je dirais immédiatement. Je crois qu'il est important qu'il y ait quelques locomotives, hein, comme l'aéroport et peut-être quelques autres acteurs demain qui s'engagent dans cette labellisation pour qu'on puisse, je dirais vraiment, voilà, je dirais faire percoler les choses vis-à-vis d'autres collectivités ou d'autres responsables qui seraient intéressés par cette démarche. Voilà, il fallait montrer l'exemple. Je crois qu'on a un premier exemple avec l'aéroport. Maintenant, il en faut encore, je dirais, quelques autres. Et puis, on saura faire la preuve ensuite de l'intérêt de ce label-là, qui n'est pas simple à obtenir. Justement, pour faire quelque part la transition, Monsieur le Préfet, par rapport à la question de Raphaël Serrier, qui s'occupe de la Maison de l'Emploi du Nord, moi j'y mettrais la différence entre un schéma programmatique de l'achat socialement responsable. Le label, que je connais un peu, oblige à une organisation interne. Par symétrie, on va passer tout à l'heure à la signature d'une charte. Et je vois que M. Célie est venu au-delà du politique avec des équipes qui sont dans l'exécutive. Ce type de label oblige l'alignement entre le politique et l'exécutif. Le SPASER, c'est un engagement réglementaire, pour rejoindre les propos de Jacques, mais après, parfois, il peut manquer la mise en œuvre opérationnelle. Alors que là, le label, le certificateur vérifie que les paroles et les axes sont alignés. Voilà. Si je devais, moi, te donner un éclairage de ma fenêtre entre cette exigence normative de certification et une démarche que le législateur a demandé, je crois que le seuil est descendu d'ailleurs sur les schémas de programmation. Et à combien de millions ? 50. Donc ça fait peut-être plus d'entreprises éligibles. Mais là aussi, Jacques, mettre en place de manière volontaire un schéma public des achats socialement responsables ne nécessite pas d'avoir le seuil atteint. C'est aussi une intention d'achat, je l'ai mis en préalable, responsable, durable et résilient. S'il n'y a pas d'autres interventions sur cette démarche d'achat responsable, merci à M. Payette. Je ne sais pas s'il y a des réseaux d'acheteurs formels à La Réunion, mais je vous propose d'évangéliser et de partager cette facilité à obtenir, parce que je pense que ça s'est fait facilement et que ça s'est fait en plus du travail normal, bien sûr. Voilà. Pas d'autres demandes d'intervention ? À distance non plus ? Bien. Nous allons passer au signature. Alors, il y a 2 signatures. Alors, on les a séparées dans l'ordre du jour, mais il y a la charte du Haut Conseil à la commande publique. Pour les plus anciens, on se reconnaît les uns les autres, mais l'idée de la charte du Haut Conseil à la commande publique, c'est que les membres s'engagent à envoyer des collaborateurs en responsabilité. C'est pour sortir d'un entre-soi. C'est vraiment d'irriguer la chose HCCP, pour la première. Et pour la deuxième, et je remercie par avance ceux qui vont déjà signer, c'est trouver les conditions que nous connaissons. Enfin, en tout cas, moi, je me place en tant que président du HCCP. On ne se sauvera pas en imposant à une des parties la clause d'imprévision. Parce que dans les 2 cas, il y a des sommes, vous l'avez dit, Monsieur le Préfet, qui deviennent importantes. Et donc, il va falloir trouver le juste équilibre entre la relation commerciale et contractuelle et commerciale, parce que, encore une fois, il va falloir faire appel à l'intelligence collective. Si on doit montrer nos blessures et la profondeur de nos plaies, on n'y gagnera pas. Donc, tout l'enjeu de cette charte des modalités d'exécution des contrats de la commande publique liées à une lettre ou circulaire de M. Jean Castex à l'époque, c'est vraiment de sortir que de l'approche réglementaire et de prendre conscience qu'on est dans un moment singulier de l'histoire et que si on veut continuer à avoir des entreprises et de la commande publique, c'est-à-dire des collectivités qui tiennent debout, il faut que les 2 parties s'intéressent l'une à l'autre. Voilà, je voulais vraiment le mettre en préalable. Ne nous exigeons pas l'un à l'autre quoi que ce soit, mais partageons avec intelligence. Je crois que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est toi, Joanne,
qu'il faut comprendre son écosystème, hein, ses entreprises. Voilà, monsieur le préfet, les deux chartes, hein, je les distingue bien, celle du Haut Conseil de la commande publique et celle très ciselée des contrats d'exécution, des clauses d'exécution. Voilà, monsieur le préfet.